Vous regardez Al24 News. Bonsoir à tous. À la une ce mercredi 29 décembre 2021. À Oran, aujourd'hui, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani achève sa visite d'État en Algérie. Une visite sur invitation du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune. Malgré les critiques occidentales, la coopération militaire et logistique entre le Mali et la Russie se poursuivra à travers les canaux officiels. Nous en parlerons dans ce journal. Crise sanitaire, France, Royaume-Uni et Danemark battent le record de contamination au Covid-19. Le point sur la situation dans cette édition. Et puis sport, football. Plus que 2 semaines avant la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun, les tenants du titre se préparent à ce rendez-vous décisif. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani était à Oran dans le cadre de sa visite d'État de 3 jours en Algérie à l'invitation du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune. Une nouvelle dynamique se dessine dans les relations entre les deux pays. Mohamed Walid Ben-Shaban. À son arrivée à l'aéroport international Ahmed Ben Bella, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été accueilli par le premier ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman ainsi que le wali d'Oran Saïd Saïoud. Le président mauritanien et le premier ministre des Finances algérien ont passé en revue un détachement militaire de l'armée nationale populaire qui leur a rendu les honneurs. La cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence de membres du Conseil de la Nation et de députés de l'Assemblée populaire nationale. Par la suite, le président mauritanien s'est rendu en compagnie des ministres mauritaniens de l'équipement et du transport, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'enseignement et de la recherche scientifique et le ministre algérien de l'énergie et des mines à la zone industrielle de Battewa. Pour rappel, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a entamé lundi une visite de travail de 3 jours en Algérie. La visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et la coopération entre les deux pays frères. Et au menu de cette visite au complexe de production d'Arzour, relevant du groupe pétrolier la Sonatrach, dont le président directeur général Tawfiq Hakkar a estimé que la dite visite est l'occasion de faire un récapitulatif des métiers et surtout des maîtrises du groupe pétrolier. Je vous propose de l'écouter. La Sonatrach produit aujourd'hui environ 185 millions de tonnes de pétrole, dont 42 millions de tonnes en hydrocarbures. Ainsi 132 millions de mètres cubes en gaz naturel. Environ 9 millions de tonnes de gaz liquéfié. Aussi, nous produisons 144 000 tonnes de produits pétrochimiques, surtout le métallure et le plastique. En Algérie, on fait le raffinage d'environ 28 tonnes de pétrole pour la production des produits énergétiques, surtout les carburants, et nous commercialiserons 95 millions de tonnes de pétrole à l'étranger. La commercialisation de ces produits assure au pays plus de 95% de rentabilité en devises et plus de 50% de revenus du trésor public. Aussi, nous avons entamé la réalisation d'un grand projet de production des produits en plastique polypropylène avec un partenaire français avec un taux d'1 million de tonnes. Igor Gromyko, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, a été reçu par le Premier ministre du gouvernement de la transition, Shogel Kokala-Maïga, à Bamako. L'objectif affiché de cette rencontre est de donner un coup d'accélérateur à la coopération bilatérale dans les secteurs économiques, politiques, humanitaires ou encore militaires. Sofiane Baloti. La visite d'État du président mauritanien en Algérie se clôture avec des annonces importantes. La visite du complexe industriel d'Elzeu a permis à l'hôte de l'Algérie de voir les capacités structurelles dont dispose le pays, notamment concernant l'industrie énergétique au cœur des préoccupations du moment dans la région méditerranéenne et euro-africaine. Cette visite d'État a permis l'avancée sur plusieurs chantiers stratégiques communs. L'un des plus importants est probablement la concrétisation du projet de l'axe routier reliant Tindouf en Algérie à Zouérat, grande ville portuaire mauritanienne. Cet axe est névralgique dans la perspective souhaitée par les deux parties,
après le lancement de la commission frontalière bilatérale et la signature de plusieurs accords commerciaux entre Alger et Nouakchott. Le projet se concrétise enfin. Il s'agit d'une route de 775 km qui sera construite entièrement par 10 entreprises algériennes, dont Consider TP, la SNTP ou encore le TTR Ouelgla. L'étude sera réalisée par le bureau d'expertise algérien SAIPI, qui sera associé au laboratoire de travaux publics LTPC, ainsi qu'au laboratoire de l'habitat et de la construction algérien. Les relais de l'axe routier seront également confiés à l'opérateur Naftal. La route, qui va traverser une bonne partie du territoire mauritanien, sera exploitée sous forme de concession de 10 ans par l'Algérie. Le contrat prendra effet dès la fin des travaux. Cet axe routier, qui constitue un rêve depuis l'indépendance, est une nécessité vitale pour les habitants des zones qui seront traversées par la route. Celle-ci permettra une meilleure circulation des marchandises et des personnes. Et l'objectif est clairement le développement de la région dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, fixant dans le béton une alliance stratégique corollaire d'un lien fraternel historique. C'était donc le sujet de Sofiane Baloudi sur le plus important accord signé lors de la visite du président mauritanien. Enfin, un projet rêvé depuis l'indépendance est concrétisé. Il s'agissait donc de la route reliant Tindouf à Zouiret en Mauritanie sur 775 km. Et retour donc au sujet d'Igor Gromyko, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, qui a été reçu par le Premier ministre du gouvernement de la transition, Shogel Kokala Maïga, à Bamako. L'objectif affiché de cette rencontre, je le disais, est de donner un coup d'accélérateur à la coopération bilatérale dans les secteurs économiques, politiques, humanitaires et militaires. Sofiane Baloudi à nouveau. La rencontre entre l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Gromyko, et le Premier ministre du gouvernement de transition, Shogel Maïga, à Bamako, préfigure l'arrivée d'une forte délégation d'affaires russes dans les prochaines semaines au Mali, selon ce qu'annoncent des médias locaux. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale malien, Abdoulaye Diop, ainsi que le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, ou encore le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Seydou Traoré, avaient effectué plusieurs visites préparatoires à Moscou. La polémique autour du déploiement de paramilitaires russes avait été démentie par le gouvernement malien, qui a argué que sa relation avec la Russie passe par des canaux officiels et était du seul ressort de la souveraineté de l'État malien et de sa liberté à choisir et à diversifier ses partenaires internationaux. Rappelons que cette évolution survient dans un contexte tendu entre Bamako et la CEDEAO, qui multiplie les sanctions contre le Mali et vise à imposer un calendrier électoral à ce grand pays africain. Dans le sillage et après une série de consultations, les assises nationales de la refondation ont été lancées par le gouvernement de transition. Ces assises, dont l'objectif est de dresser un diagnostic sans complaisance et en profondeur de la situation de l'État national malien, selon ce qu'annonce le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a exprimé pour l'occasion sa détermination à mener à terme ce projet ambitieux. L'expression de construction d'un nouveau Mali est revenue très souvent dans son discours. Dans cette perspective, il souhaite pouvoir se débarrasser de la corruption, véritable fléau. Pour le colonel Assimi Goïta, les résolutions qui sortiront ne seront que le début d'un processus de refondation totale. Son allocution a été conclue par la volonté d'instaurer des valeurs basées sur la paix et la prospérité. Le Tchad et la Centrafrique préoccupés par la sécurité transfrontalière. C'est le sujet qui était au cœur d'un entretien entre le président centrafricain Faustin Touadéra et le ministre tchadien de la Défense. À la sortie de cette audience, la délégation tchadienne a annoncé à la presse que les discussions ont aussi porté sur la mise en œuvre de la dernière commission mixte. Elle concerne notamment l'ouverture des 2 frontières pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre ces 2 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En Libye, les discussions entre les différentes parties s'intensifient dans le seul but de trouver un compromis qui aboutira à une mise en place d'une date pour la tenue des élections présidentielles dans le pays. Le Parlement libyen, chargé de l'élaboration de la feuille de route d'un nouveau calendrier pour les élections, annonce une nouvelle réunion la semaine prochaine. Mohamed Amin Abrakan.
Ce sont de nouvelles discussions, celles entreprises par le Parlement libyen mardi autour de la feuille de route d'un nouveau calendrier pour les élections. Dans le sillage, et selon le porte-parole du Parlement, une nouvelle réunion se tiendra la semaine prochaine. Objectif, laisser plus de temps à plus de concertation. C'est cette même commission parlementaire chargée du suivi des élections de la planification de la prochaine période qui s'était refusée lundi à fixer une nouvelle date pour la présidentielle, initialement prévue pour le 24 décembre, avant la demande d'un report officiel de 30 jours. La commission chargée du suivi des élections, qui avait d'ailleurs présenté son rapport devant 120 députés réunis lors d'une séance très attendue, avait déclaré, je cite, qu'il serait hasardeux à ce stade de fixer une nouvelle date pour l'élection présidentielle. Et c'est dans cette optique que la date du 24 janvier avancée par la commission électorale n'a pas été retenue. La commission chargée du suivi des élections a néanmoins préconisé la mise en place d'une nouvelle feuille de route réaliste et applicable, définissant les étapes mais sans fixer de date pour ne pas répéter les mêmes erreurs, rappelant que des divergences autour de la feuille de route ont poussé la suspension de la séance qui s'est tenue mardi 28 décembre, renvoyée à la semaine prochaine. Et en Libye, toujours le plan de former un nouveau gouvernement avorté par la communauté internationale qui rejette la tentative de la Chambre des députés de Tobrouk de mettre sur pied un nouveau gouvernement avec un nouveau chef, un rejet international conduit par la Turquie et le Royaume-Uni et en degré moindre par les États-Unis. Et en Guinée, le Premier ministre Mohamed Beavogui vient de faire valider sa feuille de route auprès du colonel Mamadi Doumbouya, président guinéen de transition. La gouvernance du pays ou la situation financière y sont abordées. Aucune date pour la prochaine élection présidentielle y est mentionnée. La durée de la transition n'y est pas non plus précisée. Soudan du Sud, cette fois-ci, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sonne l'alerte. Au moment où les inondations détruisent plus de 37 000 tonnes de céréales, le FAO a déclaré que 67 107 hectares de terre ont été submergés depuis le mois de mai. Le rapport de l'institution onusienne précise que la majorité des personnes touchées par les inondations ont du mal à survivre. Le changement climatique est désormais impossible à ignorer. Au Soudan, toujours au moins 38 personnes ont été tuées dans l'effondrement d'une mine d'or désaffectée. L'incident est survenu dans la province du Kordofan occidental. La compagnie minière publique, elle, a ajouté qu'il y avait également des blessés sans avancer de chiffres précis. Les effondrements sont fréquents dans les mines d'or du Soudan et les normes de sécurité ne sont souvent pas en rigueur. Burkina Faso, le Forum pour la réconciliation reporté à une date ultérieure. Il était prévu du 17 au 23 janvier 2022. Le ministre chargé de la réconciliation nationale l'a annoncé après une visite au chef de l'opposition hier. L'opposition avait suspendu sa participation aux rencontres organisées pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire. Sur le retour de l'opposition dans le processus d'organisation du Forum de réconciliation, le chef de l'opposition promet une réponse dans les meilleurs délais après une réunion avec les autres responsables de partis politiques. En Gambie, la Cour suprême a rejeté le recours du candidat à la présidentielle de début décembre, Ousseini Darboa, qui a dénoncé les irrégularités, une décision qui valide la réélection du chef de l'État sortant, Adama Barrow. Cette décision de la Cour suprême est sans appel. Dans un tweet, le président Adama Barrow a réagi en ces termes, je cite, « Je suis heureux que les Gambiens aient décidé, notre démocratie fonctionne ». Et nous enchaînons tout de suite avec ce sujet au Liban. Grave pénurie d'électricité depuis le mois de mai dernier. Le Premier ministre Najib Mikati aurait promis l'arrivée prochaine d'électricité en provenance de Jordanie via la Syrie, pouvant permettre une distribution de 10 heures d'électricité par jour. Les détails avec Iman Merad. Le Liban connaît une grave pénurie d'électricité depuis le mois de mai dernier. La Banque du Liban ayant refusé d'accorder les devises étrangères nécessaires pour l'achat du gasoil indispensable au fonctionnement des centrales électriques du Liban, les générateurs de quartier qui tentaient de compenser partiellement les multiples coupures quotidiennes ont annoncé un programme de délestage en raison de la hausse des prix des carburants due à la fin des subventions de la Banque centrale.
Dans ce contexte, le Premier ministre Najib Mikati aurait promis l'arrivée prochaine d'électricité en provenance de Jordanie via la Syrie, pouvant permettre une distribution de 10 heures d'électricité par jour. De leur côté, les États-Unis ont suggéré la réactivation du gazoduc arabe à destination de la centrale de Deir Ammar au nord du Liban et la fourniture d'électricité en provenance de la Jordanie via la Syrie, accordant une exemption au pays des cèdres des sanctions stipulées par le Kaiser Syria Civilian Protection Act. Par ailleurs, les pourparlers sont toujours en cours concernant le financement du gaz qui pourrait être acheminé au Liban. Les réparations sur les réseaux d'acheminement d'électricité en provenance de la Jordanie ne sont à ce jour pas finalisées. Pour rappel, le président libanais Michel Aoun avait appelé lundi 27 décembre à mettre fin à la paralysie politique dans le pays, accusant indirectement son allié, le mouvement de Hezbollah, de bloquer les réunions du gouvernement. Seul l'État était responsable de la défense du pays. Le président libanais Aoun n'a pas hésité à rappeler le pouvoir de défense suprême de l'État libanais, répondant ainsi au Hezbollah sur ses supposés 100 000 combattants armés et entraînés. On va parler à présent des négociations sur le programme nucléaire iranien. Les États-Unis ont fait état de progrès modestes dans ces négociations. Les négociateurs de 3 pays européens, à savoir la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, signataires de l'accord, ont souligné que cette négociation était urgente. Ils ont notamment insisté sur le niveau d'enrichissement d'uranium par l'Iran qui se rapproche dangereusement du seuil nucléaire, même si Téhéran a déclaré samedi ne pas avoir l'intention d'enrichir au-delà de 60% en cas d'échec des négociations à Vienne. Au chapitre santé, au Gabon, le gouvernement veut rendre obligatoire la présentation d'un pass sanitaire pour accéder aux lieux publics. Le prix du test PCR voit également une hausse importante. Il y était gratuit jusque-là. Le ministre de la Santé a annoncé dans une conférence de presse que le Gabon subissait actuellement une 4e vague de contamination. Celle-ci est selon lui plus virulente que les précédentes. Je vous le disais en titre, un taux d'incidence jamais atteint en Espagne, le Danemark, pays au monde le plus touché actuellement. 180 000 cas en 24 heures en France. Le variant Omicron se propage. Plusieurs pays enregistrent des records de contamination. On fait le point avec Neila Hamouda. C'est une nouvelle Europe qui croule sous des records jamais enregistrés de contamination au Covid-19. Le Danemark a franchi la barre des 16 000 cas quotidiens selon le dernier comptage. Le taux de positivité des tests a dépassé les 12%, ce qui fait de ce pays de moins de 6 millions d'habitants le plus touché au monde par cette nouvelle vague. Cela dit, les scientifiques du Royaume pensent que la pandémie n'a pas encore atteint son pic. S'il y a un pays et que l'OMS devrait s'inquiéter sur sa situation sanitaire, c'est bien évidemment l'Espagne, où les contaminations grimpent en flèche. En 24 heures seulement, plus de 200 000 nouveaux cas ont été détectés. C'est le plus grand nombre d'infections au coronavirus depuis le début de l'épidémie. Le record de contamination, lui, a explosé en France avec près de 18 000 cas recensés en 24 heures, un chiffre inégalé depuis le début de la pandémie. Le gouvernement a annoncé que les autotests seraient disponibles dans les grandes surfaces, comme c'est déjà le cas en Belgique. En Grèce, les derniers chiffres de contamination font état de plus de 21 000 nouveaux cas en seulement une journée, plus que le double du nombre de cas enregistrés lundi. Et selon les autorités sanitaires, cette tendance à la hausse du pourcentage de contamination est liée principalement au nouveau variant Omicron. Et enfin, le Royaume-Uni n'est pas en reste, puisqu'il est lui aussi confronté à une propagation fulgurante d'Omicron. Mardi, 130 000 nouveaux cas supplémentaires en Angleterre et au Pays de Galles ont été recensés. Encore un nouveau record depuis le début de l'expansion du virus. Et en Algérie, le ministère de la Santé a annoncé 335 nouveaux cas de Covid-19, 219 guérisons et 8 décès enregistrés ces dernières 24 heures. Selon la même source, 27 patients se trouvent actuellement en soins intensifs. Et puis, après plus de 2 années catastrophiques en termes d'activité et de chiffre d'affaires à cause d'une situation pandémique atroce, l'optimisme commence à regagner les opérateurs des agences de voyage en Algérie. Les précisions de Mohamed Wali Ben Chaban dans ce sujet. Les chiffres sur les réservations des voyages pour célébrer les fêtes de fin d'année à l'étranger ou vers des destinations dans le sud du pays ont été très significatifs durant cette période.
et ce, malgré l'émergence de variants Omicron. Cela atteste la reprise de l'activité des agences de voyage après 2 ans de stagnation. Effectivement, il y a un retour progressif de l'activité touristique par les agences de voyage, aussi les propriétaires des hôtels, ainsi que toutes les associations activant dans le secteur du tourisme. Le rebond de la demande sur les voyages a touché également la destination du Sahara, destination très prisée par les Algériens, mais aussi par les étrangers. Tout le monde témoigne qu'il y a un grand engouement vers les différentes destinations du tourisme domestique. Il n'y a pas que le tourisme saharien, mais on a aussi le tourisme de montagne, le tourisme d'hiver et même le tourisme des aventures. En Algérie, nous avons tous les tourismes, sans oublier le tourisme thermal. Pour passer les vacances de fin d'année et célébrer le Nouvel An, de nombreux touristes optent également pour des séjours en Tunisie, en Turquie ou encore à Dubaï. Économie, un mot sur les cours de l'or noir. Après une hausse qui a duré quelques jours, les prix du pétrole sont désormais proches de la barre des $80. En ce qui concerne le Brent de la mer du Nord, pour livraison en février, qui a enregistré une augmentation de plus d'un demi-dollar le baril en fin d'après-midi. Dans le même temps, la référence américaine WTI a fait un bond d'environ $1,40 le baril. À noter que le rapport de l'Agence d'information sur l'énergie concernant le niveau des stocks américains de brut durant la semaine dernière indique une baisse de l'ordre de 3,6 millions de barils. Les sorties de brut des raffineries ont chuté de 115 000 barils par jour. Et puis un mot également sur le marché des céréales qui enregistre un net repli des cours de blé sur Euronext à Chicago au moment où le colza reste sur une forte volatilité. Le soja affiche un léger repli, mais dans un contexte toujours incertain sur la situation climatique sur le continent sud-américain. Les marchés enregistraient par ailleurs peu d'évolution sur le bassin mer Noire sur fond de graves tensions entre la Russie et l'Ukraine. Au niveau des transactions, l'Égypte lance un nouvel appel d'offres de blé pour changement entre le 15 février et le 3 mars. Les experts s'attendent à ce que les origines mer Noire soient à nouveau privilégiées. Dans le vieux continent, c'est un retour inquiétant de la grippe aviaire à l'approche des fêtes de fin d'année. Plusieurs foyers ont été détectés en République tchèque, en Slovénie ou encore en France, où les autorités sanitaires de ces pays se sont vues obligées d'abattre toutes les volailles touchées par cette souche H5N1 par crainte de propagation dans d'autres pays européens. Les détails avec Amal Amzian-Zitouni. À 50 km de Prague, 100 000 poules ont été abattues cette semaine. En conséquence, 1,2 million devaient être détruits. Selon les vétérinaires, la souche H5N1 est très agressive et virulente. La République tchèque enregistre un record de 48 foyers de contamination cette année. Pour Lanka Anousova, responsable régionale de l'administration vétérinaire, il s'agit de la plus importante épidémie qui soit apparue dans le pays. À l'origine, 200 000 animaux devaient être abattus. La Slovénie a également confirmé des premiers cas cette semaine. Une ferme a notamment été placée en quarantaine ce mardi. Dans les Landes, en France, l'épidémie a également frappé. 7 foyers de grippe aviaire ont déjà été détectés. Tous les canards concernés ont été abattus préventivement et des exploitations détruites. Pour un meilleur contrôle, les autorités sanitaires françaises ont demandé aux producteurs de confiner leurs volailles afin d'éviter tout contact avec les oiseaux migrateurs et réduire le risque de contamination. Pour l'heure, la transmission du virus ne se fait que de l'animal à l'homme, mais les autorités sanitaires redoutent une évolution du virus vers une autre forme transmissible d'homme à homme, ce qui serait tout simplement une porte ouverte à une nouvelle pandémie qui viendra s'ajouter aux autres déjà difficiles à contrôler et à éradiquer. Aux États-Unis, le démocrate Harry Reid, ancien chef de la majorité au Sénat et le membre du Congrès le plus ancien du Nevada, est décédé hier, mardi, à l'âge de 82 ans, après une bataille contre le cancer du pancréas. L'ancien boxeur devenu avocat a été largement reconnu comme l'un des négociateurs les plus durs du Congrès. Au cours d'une carrière de 34 ans à Washington, Harry Reid a maintenu le Sénat contrôlé par son parti à travers 2 présidents, le républicain George W. Bush et le démocrate Barack Obama.
La Chine a accusé les États-Unis de graves menaces à la sécurité de ses astronautes après que 2 satellites du milliardaire Elon Musk auraient manqué d'entrer en collision avec sa station spatiale. SpaceX n'avait pas commenté cette information qui avait déplu aux internautes chinois. Elon Musk, qui vient d'être élu personnalité de l'année par le magazine américain Time, est très connu en Chine pour ses voitures électriques Tesla. Continue sur Al 24 News. Très belle soirée à tous.